Je vois que Rosane et Laurent ont levé la main. J'avais justement la première question pour vous. Euh, Vous voyez, comment dire, on communique par télépathie. Et donc, évidemment, vous pourrez compléter, je pense que vous voulez compléter par rapport à ce que Alban a dit. Une question qu'on nous a été posée, c'est les élèves des lycées français de l'étranger qui ont, comment dirais-je, fait des vœux sur Parcoursup sont 95,5% à avoir obtenu un vœu. Quid des 4,5 qu'il reste? Voilà, c'est la question. La parole à Laurent, parce qu'on a vu effectivement la question. Oui, ça fait le lien avec ce que disait monsieur Ferrieux, c'est qu'en fait, dans ces 4,5%, la grande majorité, alors finalement, en nombre, ça ne représente pas énormément d'élèves, c'est plutôt des élèves qui vont formuler, qui se disent, si je viens en France, c'est pour aller à Sciences Po, c'est pour aller au lycée Henri IV. Donc, ils vont faire en fait des vœux, un vœu unique la plupart du temps, sur une formation ultra sélective, qui, voilà, qui de fait n'est pas forcément satisfaite, et du coup qui s'oriente après vers d'autres systèmes d'enseignement supérieur. On est plutôt sur ce profil d'élèves vraiment très particulier qui vont formuler un ou deux vœux de formation ultra sélective et qui n'obtiennent pas satisfaction et du coup qui se tournent vers d'autres filières. Puisque les élèves de l'AEFE bénéficient aussi des… attendez, le mot va revenir, de l'AKS, dont la commission, j'ai plus l'intitulé exact, la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui est mise en place par les rectorats pour les élèves sans solution sur Parcoursup. Ça, c'est important de le signaler. Ça peut arriver aussi aux élèves de l'AEFE. Ils sont accompagnés, ils choisissent une académie en France et ils sont accompagnés par l'académie pour lui trouver une solution, que ce soit à Bordeaux, à Montpellier, en fonction du premier choix d'orientation de l'élève. Donc, mais ça représente une vraiment portion très infime du nombre d'élèves. D'accord, très bien. Et en corollaire, quand vous disiez qu'il y a 52,5% des élèves qui acceptent comment dire, ce qui leur est proposé, c'est pas pour autant qu'ils s'inscrivent après, parce qu'ils peuvent accepter comme plan B et finalement avoir un autre plan A en tête. Alors en fait, ils sont donc l'an passé, ils étaient 53,5%. Et maintenant, dans Parcoursup, les écoles, une fois que les élèves, enfin les étudiants ont été admis, les universités ou les établissements doivent les démissionner de Parcoursup s'ils ne se sont pas inscrits. D'accord? Donc normalement, le chiffre, il doit correspondre à l'inscription administrative. Alors, cela dit, tous les établissements ne le font pas. Il peut y avoir des trous dans la raquette. Donc, on est peut-être légèrement en dessous, mais en tout cas, normalement, le chiffre est assez fiable du fait de ces désinscriptions automatiques pour les élèves qui ne seraient pas venus s'inscrire. Très bien. Merci beaucoup. L'ajout que je souhaitais faire dans la continuité de ce que disait monsieur Ferrieux, il évoquait effectivement la valorisation du parcours de nos élèves, leur plurilinguisme et leur multiculturalisme ou multiculturalité. C'est effectivement le BFI. Et là, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, effectivement, nous avons relancé le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il y ait une valorisation du BFI dans Parcoursup. Alors, je sais qu'il y a pas mal de parents qui sont inquiets parce que certains élèves sont engagés dans le BFI, et or, sur ce qu'ils voient apparaître sur Parcoursup, c'est l'ancien formulaire OIB, puisqu'on est sur la dernière promotion de l'OIB. C'est tout à fait normal. Nonobstant, effectivement, là, il y a un travail qui est engagé DGESCO, DREC, Inspection Générale, pour que les élèves puissent sur Parcoursup valoriser ce parcours d'excellence, hein, puisque effectivement ils ont un très bon niveau de langue et de culture aussi, hein. C'est large, le spectre est effectivement très large. Donc voilà, c'était pour ajouter cette dimension. Très bien, merci beaucoup Rosane. Une autre question qui serait pour Madame Cellini, je pense plutôt, mais je pense que vous avez répondu indirectement, on pourrait faire un complément. Campus France s'adresse-t-il uniquement aux étrangers ou également aux Français de l'étranger? Alors, toute l'information et le travail de Campus France est totalement accessible et disponible donc, sur le site Internet. Notre mission principale, première, c'est effectivement les étudiants internationaux de nationalité étrangère, donc hors nationalité française. Néanmoins,
l'information qui est transmise vaut pour tout étudiant. Après, il y a des spécificités qui sont bien sûr réservées aux étudiants étrangers, mais tout ce qui concerne le choix des études, l'orientation, le choix des villes d'études, des domaines, des établissements, cette notion d'accueil, enfin voilà, toutes ces informations-là, elles sont tout à fait accessibles aussi bien aux étudiants français à l'étranger qu'aux étudiants internationaux. Mais notre première mission, effectivement, c'est fournir de l'information aux étudiants hors nationalité française. D'accord, très bien, merci. Et j'ai une deuxième question tiens, pour vous, avant de passer à une question pour M. Canto. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager l'employabilité des étudiants répertoriés sur Campus France? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais peut-être la comprendre. Alors, oui, je l'ai vu sur le fil des questions. Alors, l'employabilité, je comprends tout à fait que ça soit un sujet de préoccupation, puisque, voilà, moi aussi, je suis mère et avec des enfants qui sont cette année dans le circuit Parcoursup. Donc, je comprends que ça soit une notion très importante et une question très importante. Campus France, on va certainement, je l'ai dit en introduction, on rédige des notes et on établit des rapports pour accompagner les réflexions des établissements, mais aussi des ministères, notamment Affaires étrangères et Enseignement supérieur et recherche. Donc, c'est un sujet qu'on va certainement se saisir, mais j'ai indiqué en réponse à cette question dans le fil deux liens vers des rapports qui ont été établis, donc notamment par la conférence des grandes écoles, voilà, qui traite de ce sujet. Et nous, Campus France, nous avons cette question d'employabilité. Nous accompagnons donc les 19 000 boursiers des gouvernements français accueillis chaque année sur les études. Donc, on a une connaissance des taux de réussite qui sont plutôt très bons, notamment ceux des lycées français pour les boursiers de la bourse Excellence Major, qui ont quand même un taux de réussite de 98%. Et ensuite, je n'ai pas de données sur l'employabilité de ces boursiers aujourd'hui à vous communiquer. Voilà, j'espère demain, mais aujourd'hui, je n'en ai pas. D'accord. Merci bien. Pour M. Canto, est-ce que les visioconférences avec les professionnels inspirants de la 4e à la terminale sont enregistrées et accessibles en replay? Et non. Le choix, c'est d'avoir des moments qui sont des moments qui ne restent pas et qui restent simplement entre le professionnel et les élèves. Alors, nous avons parfois des visios qui réunissent un professionnel ou 3 professionnels avec 1 ou 2 classes. Et puis, nous avons parfois des visios qui réunissent jusqu'à 1000 ou 2000 élèves. Nous sommes en train de travailler avec un opérateur qui est le CNED à des formats beaucoup plus grands. Mais pour l'instant, nous n'avons pas enregistré et pas mis en place de replay pour ces formats. Maintenant, si un opérateur se tourne vers nous et nous fait une proposition, nous pourrons y réfléchir. Très bien. Merci. Et une question très importante, ce n'est pas pour autant que les autres ne l'étaient pas, mais sur un sujet vraiment qui nous préoccupe tous. Et là, je la pose vraiment à la cantonade. Comment se renseigner et par où commencer pour savoir comment accompagner un élève porteur de handicap dans ses choix d'orientation au regard de sa différence? Alors, si je peux dire 2 mots, je me permets. Non, mais déjà, il y a quand même des ressources sur Parcoursup. Hein, franchement, un élève peut signaler sur Parcoursup sa situation de handicap, quelle qu'elle soit, handicap visible ou invisible. Depuis nouveauté 2023, parce qu'avant, cette info reste confidentielle et sera transmise à l'établissement une fois le dossier étudié, s'il est pris ou si elle est prise. Mais désormais, l'élève peut faire le choix de transmettre ces informations dès la transmission du dossier, très en amont, pour si un aménagement est nécessaire, hein,
cas d'aménagement nécessaire, ce soit fait le plus en amont possible. Donc voilà, il y a déjà Parcoursup, et puis l'ONICEP, je vais laisser la parole à M. Canto, mais d'excellents documents pour les élèves en situation de handicap. Nous avons en effet à disposition sur le site onicep.fr tout un tas de documents à destination des parents, des élèves eux-mêmes, mais aussi des professionnels, à la fois sur les élèves à besoins particuliers et les élèves en situation de handicap. Le service handicap de l'ONICEP est effectivement très présent et très actif. Très bien, merci. Bien. Juste avant de continuer les questions, je tenais à vous saluer, mais d'abord vous remercier pour vos interventions qui, bien évidemment, ont répondu à de nombreuses questions. Et c'était un sujet, moi, en ce qui me concerne, qui m'avait été beaucoup demandé par de nombreuses personnes que je côtoie régulièrement dans mes déplacements. Donc, un grand merci pour votre présence, votre temps. Nous vous communiquerons a posteriori, d'ici, je pense, une semaine, les chiffres et à la fois des vues et à la fois des intervenants. Nous ferons monter également les questions, si jamais questions il y a auxquelles vous n'auriez pas répondu dans le temps qui reste. Et donc, moi, vous saluer et avoir le plaisir, j'espère, de vous rencontrer plus personnellement dans de prochains déplacements ou à Paris pour ceux qui souhaitent voilà, qu'on se voit peut-être plus en tête-à-tête. En tout cas, merci à toutes encore et merci au nom de tous ceux qui avaient des questions et auxquelles vous avez répondu au fil de l'intervention. Merci à tous. Et je m'en vais, mais je laisse la parole, parce que j'ai un avion, pardon, mais je laisse la parole à François. Merci Samantha et donc bon voyage. Oui, encore quelques questions. Une question peut-être à Rosen sur le BFI, parce que justement Alban avait parlé de la problématique de la promotion du BFI au niveau des universités dans les différents pays. Mais qu'en est-il même de la promotion du BFI au niveau des établissements en tant que tel de l'AEFE, en fait, pour inciter les élèves à s'inscrire en section internationale BFI et justement leur montrer qu'aujourd'hui, il y a une véritable valorisation par rapport à l'OIB, notamment. Comme ça. Voilà. Alors peut-être en plusieurs temps. Le premier, c'est que nous avons une bascule. Toutes les sections qui étaient les sections OIB du réseau ont basculé à la rentrée en section effectivement BFI. Donc ce sont 80 sections qui existent à ce jour, et là on est toujours en attente du décret pour les nouvelles sections, mais on a 20 dossiers qui sont remontés, qui montrent effectivement l'engouement. On a mené de grandes campagnes d'information effectivement, et systématiquement les choses ont été réitérées, soit par une information directe auprès des chefs d'établissement, soit par des webinaires que nous avons fait, que le pôle langue a mené dans les établissements régulièrement pour le réseau, et puis évidemment via des plaquettes. On a un flyer à destination, l'un à destination des établissements assez général, et un autre à destination des parents, et ce en plusieurs langues, pour qu'on ait une diffusion large. Donc l'information en tant que telle, elle est passée. Je crois que pour les établissements aussi, et pour les chefs d'établissement, je veux dire globalement la communauté éducative, il est très clair que pour l'agence, le BFI, c'est un dispositif qui correspond parfaitement à nos élèves. Principalement, alors on a 3 possibilités, vous le savez. Le BFI bilingue, c'est celui qui s'est majoritairement installé quand on regarde l'enquête que nous venons de terminer pour la DREC. Le trilingue, qui est celui qui s'installera vraisemblablement de plus en plus. Et puis, nous avions la possibilité de 4 quadrilingues dans le réseau. Là, ce qui est une grande complexité à installer. Par contre, il est clair que les établissements souhaitent aller vers le BFI. Le dossier et l'ouverture restent exigeantes parce que le niveau demandé aux élèves et parce que l'enseignement est exigeant, parce que la ressource humaine est exigeante. Il faut des professeurs qui soient des professeurs nationaux, ou alors avec un long cursus universitaire dans le pays de la langue de la section.
Donc, ce dossier, nous l'accompagnons ici dans mon service, à la DEOF, entre le mois de mai et le mois de septembre, date à laquelle les dossiers doivent être remis au ministère de l'Éducation nationale, qui procède ou pas à l'ouverture de ces sections. Et nous accompagnons effectivement pour bien sensibiliser sur l'ensemble des champs qui sont ceux du BFI, à savoir les partenariats, puisque ça rejoint l'enseignement connaissance du monde, mais aussi les CV, etc. Donc, nous accompagnons ces demandes de dépose de BFI. On est disponible, le pôle langue ici à l'agence est disponible pour aider, renseigner sur les attentes, puisqu'il y a un filtre qui existe évidemment au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup. Madame Roquet, vous vouliez peut-être faire un complément? Voilà, et éventuellement, oui, si vous souhaitez, je peux apporter le témoignage de ce qui se passe donc, chez nous, donc à Massignon, et de façon plus générale, en tout cas au niveau du réseau OSUI. Donc effectivement, pour les établissements de l'OSUI qui avaient des filières OIB, ces filières se sont transformées automatiquement en BFI. On voyait là vraiment une façon de redynamiser cette option du baccalauréat qui était vraiment en perte de vitesse. Et on était très, très enthousiaste à l'idée donc de cette transformation. Malheureusement, cet enthousiasme a été un petit peu de courte durée parce qu'effectivement, c'était une filière d'excellence qui est mise en place, une véritable vitrine pour les établissements, ça c'est indéniable. Mais derrière, c'est quand même des parcours très, très exigeants pour les élèves. Donc, il faut la volonté aussi des élèves de s'investir dans un baccalauréat qui est vraiment d'un niveau bien au-dessus du baccalauréat français classique. Avec la particularité au Maroc que nous avons l'obligation de proposer un BFI LVA arabe. Et donc, c'est une réelle contrainte pour certains établissements. Bon, les situations sont différentes entre Casablanca, Tanger et Agadir, mais clairement, on a beau promouvoir la langue arabe au sein de l'établissement et on continuera de la promouvoir. Nos élèves, vous l'avez compris, se tournent vers le système anglo-saxon et donc eux, ils ont envie d'avoir un BFI avec une LVA anglais. Donc on a mis en place un BFI trilingue, mais le module connaissance du monde demeure en arabe et il a beau être quand même beaucoup plus sympathique parce que tourné vers les partenariats, tourné vers une pédagogie actionnelle, de projet, les élèves, on a beaucoup, beaucoup de mal à les attirer. En lien aussi, il ne faut pas se voiler la face, avec un baccalauréat qui garde une part de contrôle ponctuel très importante comparée à la réforme de 2019, avec 3 coefficients 20 dans la DNL, dans la connaissance du monde, dans l'approfondissement culturel. Ça fait quand même un poids à minima de 60 coefficients sur le baccalauréat qui n'attire pas forcément nos jeunes. Donc, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Alban, il va falloir qu'on ait une véritable plus-value pour nos élèves au niveau de l'enseignement supérieur si on veut réellement faire marcher ce BFI. Peut-être un point pour signaler que la lettre de change entre l'État français et marocain, effectivement, oblige les élèves marocains à être sur la section internationale et après à faire le choix ou pas, effectivement, anciennement OIB, aujourd'hui BFI. Pour autant, la porte est ouverte à des bacs français internationaux, pas uniquement arabes. On a déjà 2 baccalauréats, on a déjà 2 BFI qui sont sur Casablanca, dans mon souvenir, ça très rapidement, qui sont, je ne sais plus si c'est américain ou anglais. Donc, ces BFI commencent à s'ouvrir au-delà, effectivement, de la langue arabe, même si on sait très bien que le trilingue, que ce soit appuyé sur l'arabe ou appuyé sur l'anglais, par exemple, c'est une plus-value pour nos élèves originaires du Maroc. Alors, effectivement, on a la possibilité d'ouvrir du trilingue. À l'OSUI, nous scolarisons principalement des élèves marocains.
à plus de 95%. Donc, c'est un peu compliqué de proposer du coup autre chose. Et je n'ai pas connaissance, en tout cas sur le réseau ZUI, c'est sûr que non. Il n'y a pas autre chose que de la LVA arabe. Sur le ZUI, effectivement, c'est un autre, c'est l'IEG, je crois, dans mon souvenir. Mais il faudrait, faudrait que je vérifie. Ouais. D'accord, merci. Alors, une remarque, mais sur laquelle vous pouvez réagir, et puis une question très pointue après. Donc, la remarque est, je regrette que les formations techniques / professionnalisantes ne soient pas présentées au collège ou en seconde pour le choix des orientations, pour les choix de spécialités en première et l'orientation post-bac. Je pense que ce type de cursus devrait être inclus dans les présentations de possibilités d'orientation. Donc ça, c'était la remarque que vous pourrez peut-être commenter. Et après, une question très pointue que je recherche, voilà. Je voudrais connaître l'attractivité à l'international des formations professionnalisées type mécatronicien et informaticien. Voilà, je laisse la question à qui veut bien la prendre. C'est typiquement le genre de question que tout le monde adore se voir poser. Oui, et là, on se regarde tous, effectivement, à ce moment-là. Non, non, pardon. Ah non, allez-y, je vous en prie. Moi, non, je répondais sur la première question. Pourquoi ne présentons pas aux élèves de 3e et de seconde les filières professionnalisantes, on va dire, ou techniques, technologiques? J'imagine qu'on parle là des filières post-bac. Alors moi, je pense que les gens qui interviennent, je pense que c'est fait. Je pense que dans les lycées français de l'étranger, on présente les filières de BUT, nouvellement BUT, d'IUT donc. Alors BTS moins, pourquoi? Parce que les BTS aujourd'hui, il y a quand même une priorité aux bacs professionnels qui ne sont pas représentés à l'étranger. Et même si quelques bacs techno y vont, ça peut concerner des STMG, mais enfin voilà, ça reste marginal. Certains BTS, commerce international, moi je sais qu'il m'arrive d'en parler, ça peut être à la marge, mais ça peut être un plan C, on va dire. Donc bon, je ne pense pas qu'elles ne sont pas présentées. Et puis quand elles ne le sont pas, c'est qu'il y a une demande de la part des parents, de la part des élèves, très centrée sur les filières autres, prestigieuses, voilà, grandes écoles, etc. La deuxième question, alors là, la deuxième question, elle est très pointue, elle est un peu mécatronique, informatique, faudrait 2 heures. Mais je veux dire, alors, je n'ai pas compris, à l'international, donc pas forcément en France. Parce qu'en France, il y a des filières mécatroniques excellentes dans les écoles d'ingénieurs, hein, qu'elles soient publiques ou privées, y compris à prépa intégrée. Après, ailleurs, peut-être que Alban Ferrieux peut dire 2 mots des études d'ingénieur au Canada ou ailleurs. Il y a forcément des filières liées à la mécatronique, mais bon, ou à l'informatique. Il y en a partout. Oui, il y en a partout. C'est presque trop technique comme question pour. Oui. Il faudrait qu'on rentre dans chaque pays, mais c'est sûr que c'est des filières qui existent, voilà. Les élèves en font de plus en plus de robotique, de choses comme ça au niveau du secondaire. Donc, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'intérêt et de plus en plus de formations partout. Et qu'il y aura de plus en plus de débouchés aussi. Donc, Je ne sais pas si la question qui était posée ne reposait pas aussi sur ce qui était fait au niveau donc des classes de 3e et de seconde pour présenter la voie professionnelle et la voie technologique. En lycée français à l'étranger, je pense qu'effectivement, on présente très peu ces voies, tout simplement parce qu'on n'a pas de possibilité à offrir à nos élèves. Nous, on a une filière STMG, on est les seuls à l'OSUI. À côté, effectivement, l'AEFE, ils ont un bac professionnel en commerce, et puis ça se limite à peu près à ça. Donc, on peut pas, il n'est pas utile finalement de passer trop de temps sur ces voies qui pourtant offrent plein de débouchés, hein, mais faute de pouvoir réellement proposer des solutions à nos élèves dans ces domaines professionnels ou technologiques. Et pour reprendre ce que dit Madame Rouquet, je crois qu'effectivement, quand on fait une présentation en 3e, c'est pas l'horizon d'attente effectivement des familles à ce moment-là nécessairement non plus. C'est pas le bon tempo forcément. Ouais, juste, j'ajoute que par exemple au LFIA à Agadir, c'est l'établissement qui identifie les élèves pour qui la voie générale serait éventuellement problématique, qui sont en 3e, parce que les familles, elles repoussent plutôt l'idée qu'ils aillent en STMG ou dans une autre filière que la voie générale.
Et donc, pour ces élèves, par exemple, on a des entretiens qui permettent de présenter la voie STMG et les établissements au Maroc où il est possible de le faire, par exemple. Merci à tous et à tous pour tous ces compléments d'informations et la réponse à ces deux questions. Encore deux, trois questions. Une question, oui, on avait abordé la problématique du handicap et le fait que c'était reconnu au niveau de Parcoursup, enfin que ça pouvait être mentionné au niveau de Parcoursup. Donc, il y a une question qui s'adresse à Alban. Est-ce que de la même façon, sur des plateformes type UCAS ou StudyLink, on peut faire part d'un éventuel handicap Oui, tout à fait, oui. Ouais. C'est intégré dans UCAS. Il y a une plateforme pour tout ce qui a pu affecter l'expérience de l'élève, donc du handicap voilà, à de la dyslexie, voilà, tout est disponible. Pareil dans StudyLink pour les Pays-Bas. Voilà, donc c'est centralisé. Les élèves ont parfois peur de rentrer ce genre de formation. Moi, je les encourage toujours à le faire, puisque ça ne réduit pas leurs chances d'admission. Mais par contre, ça permet aux universités de le prendre en considération lorsqu'ils revoient les dossiers. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif, donc il ne faut pas cacher. Et puis après, évidemment, les universités vont aussi pouvoir être proactives pour pouvoir aider ces élèves-là. Donc, c'est disponible sur les deux plateformes. Bien. Merci bien. Et une dernière question, mais je vais quand même demander à notre équipe dans les bureaux de l'autre côté de la rue de me confirmer que c'est effectivement la dernière. Alors là aussi, extrêmement pointu. Pourquoi le lycée français de Delhi, alors je pense que le pourquoi, on ne saura pas y répondre, mais pourquoi le lycée français de Delhi n'est pas répertorié sur le site de l'université Concordia, de l'université Columbia, excusez-moi, de l'université Columbia. Je comprends de la question. D'accord. Il doit y avoir un formulaire oui, voilà, c'est ça. Des lycées français, et que dans celui-ci, il n'y aurait pas le lycée français de Delhi. Voilà, pour chaque université, il y a des menus déroulants et parfois les universités, quand il y a beaucoup d'élèves, enfin les lycées y sont quand il y a beaucoup d'élèves qui y vont. Parfois, certains lycées ne sont pas là et on rentre les choses de manière manuelle. Voilà, ça ne veut pas dire que la candidature ne sera pas étudiée de manière favorable, mais voilà, là, je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas parler au nom de Columbia. Je passe le message à l'agence d'envoyer la liste des 566 établissements aux 567 maintenant homologués à Columbia. 567. 567. Voilà, très bien. Bah, écoutez, ça fait le tour des questions, à moins que vous-même ayez des questions à vous poser les uns les autres. Mais sinon, bon, d'abord, je ne sais pas s'il y a des dernières interventions que vous souhaitez faire. Je ne vois pas les mains qui se lèvent, donc je vous en prie, prenez la parole spontanément si besoin est. Non, très bien. Écoutez, ça fait effectivement 2h45 qu'on échange, donc je pense que c'est notre record sur une seule table ronde réflexe qui montre que c'est vraiment un sujet d'intérêt pour tout le monde. Je voudrais vous remercier tous les intervenants, les panélistes qui étaient avec nous aujourd'hui, de la qualité de vos présentations et puis de la précision des réponses apportées. Rosen, vous serez encore là en quatrième semaine. Écoutez, merci à vous, merci aux plus de 200 personnes qui nous ont suivis en direct. C'est, je pense, la première fois qu'on a autant de personnes en direct, et donc ça suppose qu'on aura sans doute au moins 5-6 000 personnes qui suivront après en différé ces échanges. Donc, on va subdiviser l'enregistrement qu'on a fait avec le séquençage des différents intervenants pour qu'on puisse accéder plus rapidement aux propos des uns et des autres. Voilà, un grand merci encore une fois à toutes et à tous, et puis au plaisir de vous retrouver, de continuer à échanger plus directement, parfois comme le suggérait la sénatrice Calvon. Au revoir à tous, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.